Bonjour, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va parler de Babylone. Parce que j'aime assez Damien Chazelle et aussi parce que tout le monde va le voir. Et j'aime quand même bien aller voir les films que tout le monde va voir. Enfin, les gros buzz, les gros blockbusters. Pas au point que j'aille voir Astérix et Obélix quand même. J'ai du respect envers moi-même. Non, mais voilà, j'avais très envie de le voir pour pouvoir justement donner mon avis dessus. Donc c'est un film réalisé par Damien Chazelle que vous connaissez probablement déjà de base depuis Whiplash. Moi j'avais adoré ce film, je ne l'ai jamais revu en vrai, mais j'ai le souvenir de l'avoir adoré. Ensuite il a fait La La Land. Dur d'être passé à côté quand même. Moi j'avais plutôt bien aimé. First Man que je n'ai pas vu et la série The Eddie qui était sur Netflix. Qui est oubliable, je vais dire ça comme ça. Donc Babylone, grande fresque de 3 heures, 10 même. Los Angeles des années 1920, récit d'une ambition démesurée et d'excès les plus fous. Babylone retrace l'ascension et la chute de différents personnages lors de la création d'Hollywood, une ère de décadence et de dépravation sans limite. Ça va être farfelu en diable, avec dans les rôles principaux Brad Pitt, Margot Robbie et Diego Calva. I think what we have here in Hollywood is high art. It's Party time, Sparkle time! If you could go anywhere in the whole world, where would you go? Alors, de manière générale, j'ai trouvé le film pénible. J'ai beaucoup regardé l'heure. Bah t'avais qu'à sortir. Non, j'avais pas non plus envie de sortir de la salle parce qu'il y avait à chaque fois quand même des petits moments où j'étais assez happée pour que une demi-heure s'écoule. Mais globalement, j'ai trouvé ça pénible, j'ai trouvé que des scènes étaient difficiles à regarder, ce qui peut être positif parce que ça veut dire qu'elles me font ressentir une émotion, même si c'est une émotion négative, dans un sens, c'est que c'est bien fait. Mais juste, du coup, j'ai trouvé éprouvant ce visionnage. En fait, j'ai plus de points négatifs que de positifs, mais je vais commencer par le positif quand même, pour pas passer pour la plus grande rageuse de tous les temps. Damien Chazelle, c'est un réalisateur, je trouve, qui a des envies de grandeur. On le voit depuis ses débuts. Il a beaucoup d'amour pour le cinéma. Dans La La Land, c'est un hommage aux comédies musicales. Il y a du chant, de la danse, des tableaux. Visuellement, c'est riche. On ne peut pas ne pas lui reconnaître ses envies de grandeur et son ambition, qui sont cool. Parce que tu veux faire des films au cinéma, faut que t'emmènes des valises avec toi. Tu peux pas y aller les bras vides, je trouve. Et je me dis, bah oui, là, je peux bien aller payer 12 balles pour aller voir ça. En vrai, j'ai la carte illimitée, mais peu importe. Mais pour aller voir ça au cinéma, sur un grand écran, c'est de la démesure. Ça mérite, ça vaut le coup, tu vois. Le film fait 3h10, alors ça saoule beaucoup de gens. Moi, en soi, je m'en fiche un peu, parce que j'ai déjà vu des films de 3 heures où je suis embarquée et ça me pose aucun problème. Là, dans Babylone, oui, si, le temps est un problème pour moi, parce que vraiment, il n'y a pas... Non, 3h10, c'est trop. Mais on est dans les points positifs. Visuellement, évidemment, le film propose encore une fois plein de tableaux, des tableaux très différents, ce qui fait qu'il y a évidemment des très belles ambiances visuelles. Le plus grand point positif de ce film, c'est Margot Robbie, enfin, c'est indéniable. La première heure du film, je ne vois qu'elle. C'est bien simple, je ne vois qu'elle, je ne veux regarder qu'elle, je la trouve splendide. Les autres m'intéressent très peu à côté, d'ailleurs. Après, au fur et à mesure du film, on la voit un peu moins, ou elle chouine un peu plus. Je trouve ça moins intéressant. Une femme qui joue l'hystérie, bon, est-ce qu'on l'avait déjà vu? Je crois que oui, bon. Ce qui a fait que que je suis restée quand même dans le film et que ça m'a quand même happée. Faut savoir que j'ai détesté le premier quart d'heure du film, 20 minutes, peut-être, j'y reviendrai. Et après, on bascule dans une scène qui est ma préférée, en fait, de tout le film. Et ça vaut le coup d'aller voir ce film presque juste pour cette scène-là. Limite, barrez-vous après. Non, j'exagère, hein. C'est la scène où on découvre comment se passaient les tournages des films muets. J'imagine, j'étais pas là, c'était dans les années 20, évidemment que j'étais pas là. J'imagine qu'il s'est renseigné et que c'est réaliste en tout cas. Je vois pas pourquoi il aurait montré un truc qui a aucun rapport. Donc si on part du principe que c'est réaliste, et dans tous les cas la scène est géniale, c'est incroyable comment ça se passait. Il y avait des tournages en même temps, les acteurs ils passaient de l'un à l'autre, ça allait vite, ils tournaient en décor, en lumière naturelle, enfin une émulsion, un fourmillement de gens, c'est fou. La deuxième scène pour moi qui vaut vraiment le coup d'œil, c'est quand jusqu'ici ils étaient donc dans le cinéma muet, et d'un seul coup ça passe au cinéma parlant. On a des scènes des premières fois où ils enregistraient des films avec du son, ce que ça a créé en termes de tournage, et en fait ça marche très bien parce qu'on a vu la vitesse avec laquelle il et elle tournaient au moment du muet, et d'un seul coup comment tout prend des plombe absolue au moment du parlant, et je trouve que c'est hyper bien restitué. Et le dernier gros point positif que j'ai sur le film, c'est que donc Damien Chazelle nous raconte un peu l'histoire du cinéma, en tout cas le passage, c'est ça, du muet au parlant. Il pourrait le faire comme un boomer en disant c'était mieux avant, machin. C'est pas du tout le propos du film. Justement, le propos c'est de dire ça évolue et c'est normal, et faut vivre avec son temps et c'est cool, et en fait c'est dur, le passage de l'un à l'autre il est dur, et on a envie de se dire c'était mieux avant, c'était plus facile, venez on reste. Mais non, parce qu'en fait le monde il évolue, les technologies évoluent et il faut faire avec. Et il faut justement s'en emparer le plus tôt possible pour pas être laissé sur le carreau. What are your thoughts for the future? shouldn't stand in the way of progress. Et ça, j'ai trouvé ça cool parce que dans un monde, dans une société aujourd'hui où beaucoup de choses changent et beaucoup de réacs veulent surtout pas que ça change, pour pas dire des boomers, bah c'est assez rafraîchissant d'avoir un discours de ça change, c'est comme ça,
faites avec, et plus tôt vous faites avec, mieux ça se passera en fait. J'en ai à peu près fini avec le positif. Mon gros point négatif, c'est celui que j'ai soulevé déjà un petit peu tout à l'heure, c'est que je trouve qu'il a voulu tout mettre. Pendant que j'étais en train de le regarder, je me disais, cette scène, elle aurait dû être coupée. Alors, t'es qui pour dire que ça doit être coupé? Je suis personne, je donne que mon avis, excusez-moi d'être sur une chaîne où je donne mon avis. Mais je trouve que le gros travail, si je me trompe pas, des réalisateurs, des réalisatrices, c'est de faire des choix. Dans ton scénar, tu mets un peu tes rêves, et il y a un moment où il faut trancher dans le vif en disant ça n'a pas de sens. Et encore une fois, c'est pas parce que le film dure 3 heures, moi je m'en fiche. Il y a plein de séquences qui ne m'apportent rien. Encore une fois, c'est extrêmement subjectif, hein. Ça se trouve, c'est vos séquences préférées. Bon, bah dans ce cas, effectivement, il a sans doute bien fait de le garder. Je fais rien de plus que donner, moi, ma vision des choses. Ma vision, c'est que quand ça commence avec une scène de 10 plombes où il y a une voiture qui veut tirer un éléphant et que l'éléphant il fait caca sur la tête des autres, je vois pas l'intérêt. En fait, ça me fait pas rire, ça nous aide à comprendre rien sur aucun des personnages. Même pas sur le fait que Manny, il est débrouillard, à la rigueur, c'est ça que c'est censé... J'en sais rien, je sais pas, écoutez, j'en sais rien. En plus, qu'est-ce qu'il a, Damien Chazelle, il est scato ou quoi, là? C'est à la mode en ce moment de nous mettre des scènes de caca et de vomi dans tous les sens. Moi je m'en fous en vrai, si je veux voir ça, je tape vidéo scato sur Google et je regarde la vidéo de l'hippopotame qui fait l'hélicoptère avec sa queue pendant qu'il fait caca. Enfin, je veux dire, ça me fait pas rire en fait, parce que j'ai pas 6 ans peut-être. Il y a ça, il y a la scène à un moment Margot Robbie elle vomit, mais en plus elle vomit, c'est pas réaliste, elle vomit façon l'exorciste. Pourquoi d'un coup il y a un truc pour de faux dans un film réaliste, j'entends, et après il y a un personnage qui crache tout le temps partout. J'ai aucun plaisir à regarder des trucs scatophiles sur un écran de cinéma. Mais bon, c'est anecdotique, on peut dire, mais ça me plaît pas. J'ai pas aimé le début. Pour ça, et ensuite, on a une immense scène d'à peu près 20 minutes dans une fête de tous les excès où ça baise, ça prend de la drogue, les gens sont à moitié nus, extravagance à souhait, une fille qui pisse sur un mec, enfin, encore scatophilie, encore une fois, décidément. Je l'ai vue 6000 fois cette scène. La teuf de tous les excès dans les années 20, j'en peux plus. S'il y avait pas Margot Robbie dedans qui est subjugante, bah j'aurais pas tenu, car c'est le début du film, tu vois, je voulais tenir, mais je me serais fait chier encore plus, quoi. Donc déjà, on part sur un début de film compliqué, mais vraiment, je trouve que c'est vu et revu, j'en peux plus, en fait. Arrêtez de nous montrer ça, on le sait, enfin... Ah bon, ils étaient pas tous coincés dans les petits costumes, guindés, quand ils... Mais on se doute bien qu'ils faisaient des fêtes à l'excès, et qu'à ce moment-là, la drogue était beaucoup plus accessible, et qu'ils prenaient de l'absinthe, je m'en fous, je le sais, et qu'ils baisaient en grande partouze, mais il y a encore des gens qui le font aujourd'hui, en fait, je m'en fous. Ce qui me gêne, c'est qu'en fait, au début, on découvre donc ces deux personnages, Manny et Nellie Laroy, et on sait que tous les deux, c'est des nobody un peu qui veulent devenir des stars. Super. I always wanted to be part of something bigger. Yes. Let's go! Something that lasts, that means something. On se dit, on va les suivre un peu intimement, on va voir leur parcours. Non, bah alors pas du tout en fait. On suit leur évolution de carrière, oui. Le début c'est long, hop, ils deviennent des stars. Enfin, une star, lui de la production et elle une actrice connue. Qu'est-ce que ça leur fait? Comment ils se sentent? Quelle est leur vie un peu en dehors? On sait pas, ça nous intéresse pas, on n'a pas besoin de le savoir. Ah d'accord. Et ensuite, hop, bah vu qu'ils sont des stars, ils sont méchants, tous les deux. Ils deviennent un peu méchants. Ah d'accord, donc quand on est une star, on prend tout de suite la grosse tête, on devient méchant. Pourquoi? Qu'est-ce que ça leur fait dans leur vie, encore une fois? Qu'est-ce que les autres en pensent autour d'eux? On sait pas. Ah d'accord, ça nous intéresse pas. Ensuite, c'est la chute. Et là, pareil, ah bah du coup, à quel point ça impacte leur vie à côté, quoi? On sait pas. En fait, on ne saura jamais, c'est bien simple, leur intimité. Margot Robbie, on apprend en 2 phrases qu'elle a un passé compliqué, une vie de merde. On voit là où elle habite au début, c'est un taudis, on sait pas pourquoi, d'où elle sort, on ne sait absolument rien. Sa mère, elle est internée dans un asile, c'est tout. On n'aura jamais plus la moindre once d'informations autour de ça. Sa vie c'était de la merde, mais son père, c'est que ça devient quand même son manager, il est tout le temps avec elle, tout le temps égale les 3 scènes dans lesquelles ils le font jouer. On comprend pas leur relation, on n'a pas d'infos. Comment le film il peut être aussi long et traiter aussi peu l'intime des personnages? C'est probablement un choix, bah alors du coup, ça me convient pas du tout. Le seul dont on a un peu plus de parcours intime, c'est le personnage de Brad Pitt. Quand on passe au cinéma parlant, lui, vu que c'était une star du muet, il se remet beaucoup en question. On a beaucoup ses états d'âme, mais comment dire ? Pour la petite information, Brad Pitt est accusé par Angelina Jolie de violence conjugale. Peut-être que ça a impacté mon avis. Toujours est-il que je trouve que dans ce film, il joue très mal. Est-ce qu'il est bon acteur d'habitude, Brad Pitt? Oui, en plus, en vrai, dans plein de films, il est très bon, normalement. Là, j'aime pas du tout. Et son personnage m'intéresse pas. Il est vendu comme un personnage principal, alors que pour moi, il devrait être, et si ce n'avait pas été joué par Brad Pitt, ça aurait été un personnage secondaire. Intéressant, parce que j'ai été une star pendant le muet, qu'est-ce que je deviens quand il y a le parlant qui arrive alors que je suis un peu vieillissant? C'est intéressant, mais ça devrait être un petit fil en arrière-plan. Et là, on essaie de nous faire croire que c'est un personnage principal et du coup il y a des tonnes de moments où il est là et je fais oh, rien à foutre. Tu peux couper ce personnage, j'ai l'impression que je peux voir le même film. Ensuite, dans les points négatifs, c'est qu'il y a beaucoup de scènes qui m'ont mis extrêmement mal à l'aise. La scène du serpent par exemple. Pourquoi? Quel intérêt? Elle est longue. Peut-être que c'est ce qu'ils voulaient créer chez les spectateuristes, mais globalement je termine la scène, enfin on passe à la scène d'après et je me dis
Zéro conséquence sur rien en fait. Il y a jamais de conséquences sur rien. C'est des bouts de scène, c'est pour ça que je dis qu'on dirait qu'il a pas choisi les scènes à couper. Mais celle-ci, normalement, tu la vois à la fin, tu te dis mais on la coupe. Il y a rien avant, il y a rien après. Elle nous apporte rien. Autour un peu du père de Margot Robbie, on sait pas pourquoi elle le challenge, on ne sait pas. Le fait qu'il réussisse pas, entre guillemets, le challenge, qu'est-ce que ça lui fait à elle, on sait pas. Enfin, non, ça suffit. Ou alors, ou alors c'était pour faire démarrer la love story. Le mot est fort, entre Nelly et Feiju. Par la suite, on découvre qu'elles seraient plus ou moins ensemble. Au début du film, genre dans les années 20, le monde accepte à peu près bien les gays et les lesbiennes, mais par contre, après, il y a le puritanisme qui débarque et on accepte un peu moins, et du coup, ce serait mieux si elles se séparent. Et est-ce qu'on a la suite de cette histoire? Et les impacts psychologiques que ça crée? D'ailleurs, les impacts psychologiques ou scénaristiques que ça peut créer sur les autres personnages et sur l'histoire en elle-même? Non, jamais. Pas compris. Et alors, le paroxysme, j'ai détesté, mais alors viscéralement chaque seconde de la mallette d'argent et la cave chelou avec les freaks. Déjà parce que pareil, vu 100 fois. Le malfrat, bizarre, weirdo, joué par Tobey Maguire qui apparaît sorti de nulle part, qui joue comme un clown. Regardez comme je suis fou, et j'ai du rouge sous les yeux, je suis fou. Oh, mais c'est pauvre. Là, carrément, ça m'énerve. Et ensuite, du coup, il les envoie en vadrouille, vu et revu 1 milliard de fois, suivre des gens chelous alors que t'as pas envie. Bah, barrez-vous, en fait. Et ils arrivent dans une cave où il y a des freaks, donc des gens un peu à la Elephant Man, des nains, dans des caves sombres, absolument. C'est d'un glauque, j'ai envie qu'ils s'en aillent. En plus, c'est vers la fin du film, donc déjà, j'en peux plus. Ça arrive au bout de 2h30, j'ai envie que ça s'arrête. C'est une scène qui ne sert à rien, encore une fois. Enfin, à très peu de choses. On voit tout arriver à 100 000 lieues. Enfin, non, mais écoutez, je veux pas trop vous spoiler la scène, mais je la déteste. Et celle-ci, j'aurais voulu qu'elle ne soit pas dans le film. Et après, bah voilà, ça fait partie de ces films où il y a 14 fins. Puis à la fin, il nous colle un diaporama. En fait, la seule chose positive, c'est que je me dis que c'est pour qu'il raconte l'évolution du cinéma, mais alors, c'est très bizarre. Enfin, c'est imbitable, en fait. Donc je maintiens, j'ai trouvé ça pénible, j'ai trouvé ça trop grandiloquent. J'ai encore du mal à comprendre comment le film peut être aussi long en creusant aussi peu plein d'endroits où j'aurais aimé que ça creuse. Que j'aurais aimé qu'il creuse? Peut-être. Je peux comprendre qu'on adore le film. Je me demande si c'est pas juste les gens du milieu, des gens qui travaillent dans le milieu du cinéma qui peuvent l'adorer. Et si vous avez vu le film, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec ça. C'est-à-dire, si vous êtes pas du tout du milieu du cinéma et que vous l'avez trop kiffé, bah je suis curieuse de savoir. Ou si j'ai un tout petit peu peut-être mis le doigt sur quelque chose. Sur ce, abonnez-vous ou pas. J'ai pas la main là-dessus, c'est que vous qui pouvez cliquer. Et à bientôt, bye.